Bonsoir. Bonsoir, moi aussi je suis polie. Bonsoir, je suis un peu mal polie, pardon. On vient d'entendre un morceau. Alors, je ne sais pas exactement d'ailleurs si c'est toi qui l'as choisi. En tout cas, il figurait au début de l'émission Mauvais Genre, qui t'a été consacrée récemment. Et c'est un morceau de Nino Rota qui est dans la bande originale du film de Fellini consacré à Casanova. On peut juste démarrer en disant pourquoi peut-être l'ambiance de ce morceau correspond à l'univers d'une obsession, ou pas d'ailleurs, rapidement, et après je vous présenterai. Il est chargé de mélancolie et d'un certain danger. Et ce film, je l'ai revu très récemment, là, et ouais, il a une part, c'est un des films, j'ai l'impression, les plus... Enfin, tous les films de Fellini ont une note de profonde tristesse et mélancolie, mais celui-là, il va très loin dans la noirceur, et le personnage est joué par Sutherland. En fait, il a vraiment pris de Casanova ce qu'il y avait de plus trouble chez lui, c'est-à-dire qu'il lui a enlevé la joie quand même qu'il y a dans ses écrits et dans sa vie, et il en a gardé que la part la plus sombre. Ouais, le côté grimé, le masque, tous ces jeux-là, c'est vrai. Nine nous a amené des petits masques, je ne sais pas si vous pouvez les voir, mais... Oui, alors c'est les masques... On n'a pas osé les mettre, on s'est dit que c'était un peu trop quand même. C'est les masques qui ont servi pour le court-métrage Le Fond Vert que j'ai tourné comme une forme d'épilogue à une obsession. Et ils ont été faits par Étienne Bidoret, qui travaille avec Gisèle Vienne sur les masques pour ses spectacles. Et c'est donc le masque de la Moretta qui est porté dans le film par Jeanne Alechinsky, et qui donc c'est un masque qui a de particulier que les femmes qui le mettaient devenaient muettes parce que ça se pince par la bouche. Et donc il est moulé pour le visage de Jeanne. Donc là, on est en train d'attraper plein de microbes. Ouais, mais ça sent bon. Et puis il y a un loup qui est celui que porte le plus le personnage dans ma bande dessinée, qui vaut 2 € sur le marché. Ouais. Je reviens un petit peu en arrière parce que je me dis qu'il y a peut-être des personnes ici qui ne connaissent peut-être pas Nine Antico, Joanne Rigoulot, qui découvrent votre travail. Donc je vais quand même un peu vous présenter rapidement. Donc Nine Antico, je vais essayer de vous voyer. Donc je vais te tu-vous, on va voir comment ça se passe. Vous êtes né à Aubervilliers, avez débuté une carrière dans l'audiovisuel, l'édition, et votre entrée dans le dessin et la bande dessinée, vous la faites de manière plutôt rock et plutôt fracassante, par le fanzina, par la musique aussi, avec Rock This Way. Et puis très vite exposé, publié, d'abord avec la galerie Art Factory, un premier livre remarquable sur une adolescence dans les années 90, intitulé Le Goût du paradis. Donc voilà, si vous achetez ou si vous avez déjà lu une obsession, que vous n'avez pas lu Le Goût du paradis, je vous conseille de lire les deux en boucle, ça marche très très bien. On peut ne lire que ces 2 livres-là à l'infini. Vous développez à travers votre œuvre un trait à part, d'aucuns diraient une ligne crade, en tout cas un style à la fois rageur, tendre, sentimental et cru, drôle et cruel. Et ensuite, alors je vais peut-être pas tous les énumérer, mais de 2010 à plus récemment de la rentrée 2025, de Coney Island Baby, en passant par Girls Don't Cry, Tonight et America, tous vos livres épousent une quête ininterrompue sur le désir au féminin. Quête qui peut aussi se doubler d'une autre enquête sur le culte voué à une Amérique fantasmée, entre fulgurance et désenchantement. Donc tout ce travail-là, toute cette enquête-là, elle occupe une bonne décennie dans votre travail. Et enfin, parallèlement à toutes ces publications, vous réalisez aussi des films. D'abord 2 courts-métrages, Tonight, de la bande dessinée du même nom, Dernier Round, puis votre premier long, Playlist, une comédie rock, romantique, trash, burlesque, avec Sarah Forestier et Laetitia Doche, sortie en juin 2021 en salle. Et enfin, la 51e édition du Festival international de la bande dessinée, vous avez consacré une grande exposition qui s'appelait Chambre avec vue. Donc toutes ces histoires de regard étaient déjà présentes, les masques aussi étaient déjà présents dans cette exposition. Et puis pour terminer, une obsession, enfin, est parue à la rentrée 2025 chez Dargaud. Le livre sera disponible, ça c'est important, pour ceux qui voudraient l'acheter signé après la rencontre. Et enfin, autre actualité, le Fond Vert,
court-métrage dont vous avez déjà parlé a été montré par exemple déjà au FID à Marseille. Et il narre dans un jeu de miroir carnavalesque, donc on a déjà vu ce motif des masques, une rupture amoureuse, puis la série de doutes et de désirs qu'elle fait naître autour d'un voyage à Venise. Voilà, j'ai terminé. Joanne, vous êtes née à Chalon-sur-Saône. Vous êtes scénariste, écrivaine, notamment autrice d'un Dimanche matin, d'une fille de province, de radioscopies de faits divers, saluées par la presse, qui interroge le rapport aux origines et la fabrique de la violence. Vos récits intimes, entre autofiction et observation, vont justement, encore une fois, dans une forme d'enquête, tout à la fois intime et parfois documentaire. Dans votre dernier opus, investir la vie de Nelly Arcan, ovni, météorite des lettres francophones. Donc on n'aura pas forcément le temps d'aller toujours dans le détail de la vie de Nelly Arcan. Donc si vous la connaissez, vous n'apprendrez peut-être rien. Et si vous ne la connaissez pas encore, on vous conseillera d'aller lire ses livres, tout simplement. Et parallèlement à cette enquête-là, vous menez une réflexion sur, je cite votre éditeur, l'écartèlement identitaire du féminin. Donc on peut déjà voir un petit peu comment vos enquêtes, puisqu'il s'agit d'enquêtes intimes, peuvent se mêler. Je voudrais d'abord vous poser une question sur la vie ou les vies, à la fois la vôtre, que parfois vous exploitez sous la forme de personnages dans vos œuvres, et aussi les vies, au sens où, en fait, peut-être dans l'Antiquité, par exemple, on pouvait investir les biographies d'hommes illustres, et dont vous faites rentrer aussi dans vos œuvres les vies de femmes non moins illustres, mais parfois effacées, parfois malmenées. Et voilà, je voulais savoir pourquoi vous choisissiez ces personnages et comment cette notion de vie, elle était motrice dans vos œuvres. Donc, celle qui veut commencer. Vas-y, commence. Quand on va se tutoyer, ce sera plus simple. Quand tu parles de ces figures, là en l'occurrence, tu parles de Nelly Arcan dans mon travail. C'est un moteur. L'idée, c'est toujours de chercher une figure, que ce soit un fait divers ou une figure iconique comme Nelly Arcan. Ça ne m'intéresse que si ça devient le moteur de quelque chose de plus intime. Donc, dans le cas de Nelly Arcan, c'est vrai que je crois qu'on écrit toujours sur des avatars de soi. Ce qu'il y avait d'intéressant, évidemment, elle est passionnante, mais elle est d'autant plus sa figure, sa trajectoire, parce que pour mémoire, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une femme qui a eu une expérience d'escorte, qui s'est prostituée pendant quelques années à Montréal, puisqu'elle était québécoise. Et puis qui a commencé à écrire sur cette expérience-là en publiant plus tard en 2001, qui est un récit sur cette expérience, et puis qui a écrit des œuvres assez fulgurantes pendant 8 ans, puisqu'elle se suicide en 2009. Et à travers cette trajectoire-là, ce qu'il y avait d'intéressant, c'était un double mouvement, on va dire, à la fois le mouvement purement générationnel sur la société de l'époque, donc une société à l'époque extrêmement machiste, pas tant que les choses, enfin en tout cas ça l'a vraiment caractérisé, et puis des choses assez gémellaires entre elle et moi sur plus personnel, sur son âge, ses origines, sa manière d'approcher la féminité, voilà, des choses où je me suis sentie très en écho, moi comme d'autres. En l'occurrence, moi j'ai décidé d'écrire dessus, mais voilà, c'était ça. Donc c'était vraiment l'idée du moteur, et à travers ce moteur-là, entraîner une foule de choses, mon expérience, celle de ma mère, celle de ma fille, en tant qu'issue du genre féminin. Nine ? Là, moi, une obsession, c'est un retour à l'autobiographie. Donc là, c'est peut-être Casanova que j'utilise, qui a été un moteur, là, pour moi, dans la découverte de Venise, dans la découverte j'ai d'abord lu des textes qui condensaient la vie de Casanova, ceux de Chantal Thomas ou de Maxime Revers, qui a fait une biographie sur lui chez Gallimard, jusqu'au moment où j'ai lu ses mémoires. Et alors déjà, il a donné ses lettres de noblesse à l'autobiographie, et c'est une notule que j'avais lue sur un des guides de Venise, qui disait: ce qui manque à Venise, au fond, c'est un Casanova au féminin, qui ne serait pas une courtisane. Et là, moi, je me suis glissée comme
une Casanova au féminin, avec tout ce que ça pouvait avoir de présomptueux. Et donc, dans ce livre-là, j'ai un peu emprunté ce corps masculin, finalement. Et sinon, dans mes autres livres, que ce soit Betty Page, Linda Lovelace, Pamela Des Barres, oui, il me semble pas que c'est d'aller vers forcément des avatars, dans le sens où il y a des cordes de leur vie qui touchent à des préoccupations qui sont souvent liées à le corps d'une femme, qu'est-ce qu'elle en fait, comment elle le paye, ce qu'elle en fait, le jugement de la société et son propre jugement à elle qui vient asseoir une flagellation. Et voilà. Mais je suis passée par l'autobiographie avec Le goût du paradis comme tremplin pour ensuite aller dans d'autres vies. Et c'est vrai qu'une obsession, c'est comme une espèce de boucle où je regarde cette obsession dont je parle. Elle est dans tous mes livres. C'est marrant parce qu'effectivement, entre le travail de Nin et le mien, il y a vraiment, on retrouve, même s'ils sont très différents, on retrouve cet entre-là entre le jeu, les moteurs un peu iconiques comme elle peut le faire avec Linda Lovelace par exemple, et puis vraiment utiliser finalement des moteurs extérieurs pour amener l'intime en fait. Ouais. Ce que tu fais de manière très en mosaïque depuis Le goût du paradis, je trouve. Ouais. Oui, c'est ça. Et en fait, j'ai proposé à Joanne qu'on fasse cette rencontre ensemble parce que quand j'ai lu La vie continuée, ça m'a vraiment déjà beaucoup émue. Comment tu mélanges le parcours de l'enquête sur Nelly Arcan et l'enquête sur ta mère et une lignée de femmes et finalement la condition féminine. Et il m'a semblé qu'il y avait tellement de sujets qui se touchaient dans nos livres que voilà, ça m'a semblé être intéressant qu'on... Cette mise en parallèle, cette rencontre-là. Pour entrer encore plus concrètement justement dans vos travaux, au cas où aussi certains n'auraient pas lu le livre de Joanne sur Nelly Arcan, et pour rebondir sur ce que vous dites au sujet des avatars, du vrai, du faux, du rôle de la fiction et de soi comme personnage, je vais lire un tout petit extrait de ton texte, Joanne. Nelly Arcan dit « je » et pourtant elle invente. Tout est faux ou au mieux approximatif, mais la version est but d'un trait sans provoquer d'interrogation. Le lecteur, apaisé par une vérité factice, peut se repaître dans l'enchevêtrement de chair. Enantiosème est un mot rare. Composé du grec ancien enantos, opposé, et séma, signe, il exprime une chose et son contraire. Apprendre ou louer en sont les exemples les plus courants. Roland Barthes évoquait l'enantiosémie pour qualifier la phrase « je suis mort », portant une contradiction intrinsèque. Il semble avoir été créé pour approcher l'œuvre de Nelly Arcan. Ici, le faux est un vrai réinventé et l'imaginaire plus réel que le vécu. Nelly Arcan donne à lire ce qui est attendu d'Isabelle Fortier, donc le véritable nom de Nelly Arcan. Elle est une femme écrivaine à l'entrée du XXIe siècle, écartelée entre le besoin d'écrire et l'appel au silence, entre la sincérité et l'impératif de faire bander. Parler, mais pas trop fort. Penser, mais en filant la trique. Exister entre les lignes prédécoupées. Le texte part à l'impression. Donc, très beau passage de ton texte sur ce rapport au vrai et au faux et à soi comme personnage. Justement, la question, puisqu'on va aussi voir des planches d'une obsession, c'est beaucoup mieux en vrai, hein, donc il n'y a pas de scoop. Comment justement ton jeu autobiographique, mais aussi de toi comme personnage, a évolué entre Le goût du paradis et une obsession? Là, clairement, une obsession, c'est particulier par rapport à mes autres bandes dessinées, parce que j'ai d'abord écrit un texte qui faisait une 60aine de pages, parce que après une séparation, j'avais besoin de comprendre où était parti mon désir que je n'avais plus. Et donc je me suis mise à une table pour chercher, trifouiller, à essayer de me dire comment j'avais désiré jusque-là. Et voilà, et ce texte, je l'ai mis de côté pendant 2 ans parce que je savais pas du tout, j'avais pas envie comme ça de le dessiner, de me projeter dans un personnage qui serait moi, de dessiner les gens dont je parlais, dans les garçons, les hommes que j'allais dessiner dans la bande dessinée. Et
en tant que texte même, ça me paraissait pas suffisant. Il fallait que je l'accroche à quelque chose de plus grand et et qui lui donne forme. Donc je l'ai laissé de côté. J'ai fait Madone et putain. Et en fait, c'est quand je suis allée à Venise où j'ai vraiment senti j'ai été capturée par le sens que Venise donne au désir, à la recherche En fait, Venise coule sous sa force d'attraction. C'est une ville qui a attiré, qui était touristique avant toutes les autres, de par son carnaval qui a attiré les cours d'Europe. Et maintenant, voilà, il y a trop de tourisme, on essaie de mettre des quotas, etc. Et moi, ça faisait écho à ma quête du désir, ma quête de la séduction et le fait que j'étais en train de me perdre aussi. Et le fait de mettre des masques à tout le monde, et donc à mon personnage, je me suis projetée dans ce texte, j'ai su le mettre en image parce qu'il y a eu le biais vénitien, et donc ce jeu est devenu autre, ce jeu est devenu ce personnage sur une gondole qui sillonne la lagune pour retrouver des souvenirs, et clairement je deviens un personnage, c'est-à-dire que c'est autobiographique, mais c'est une sélection. C'est autobiographique, mais comment dire ? Mais c'est sous le filtre déjà pour moi, ce jeu devient forcément autre, même s'il dit des choses personnelles. Mais c'est plutôt quand je travaillais le texte, il était très proche de moi, et à partir du moment où il passe en dessin, il devient autre en fait. Faut peut-être résumer aussi tout bonnement le parcours d'une obsession qui est vraiment celui d'une femme qui dit je, son parcours vers le plaisir en fait. Ouais. Sur la manière dont il est conçu, d'abord, dont il est imaginé, projeté, fantasmé, dont il est expérimenté, et le moment où il arrive et la manière dont sa fugitivité aussi. C'est d'abord le désir, et finalement le plaisir, j'y pense même pas au début. Et d'ailleurs, c'est un sujet, le plaisir, qui n'est même pas dans mes autres BD en fait. Il y a toujours eu cette thématique du désir, mais finalement, aller vers qu'est-ce que c'est que le plaisir et ce vers quoi j'ai couru longtemps, la jouissance. Ouais, ça, les obsessions, finalement. Le titre, c'est une obsession, mais en fait, il y en a plusieurs qui sont. Ouais, en fait, je ne saurais pas te dire si finalement c'est l'obsession du désir ou du plaisir. Et ce qui est marrant, c'est les empêchements. C'est comme une espèce de parcours du combattant, les empêchements sur le chemin pour y arriver de toute manière, quoi. C'est-à-dire entre les empêchements extérieurs, la société, les empêchements internes. Et c'est un parcours hyper chahuté. Et il y a un petit côté parcours du combattant, effectivement, dans ces épreuves-là. Avec beaucoup de détours. Je confirme que dans toutes nos discussions préparatoires, on a beaucoup parlé de plaisir et de désir, et qu'en essayant de justement attraper quel était le rapport dans vos œuvres à cette quête du plaisir, en fait, au bout d'un moment, on n'en parlait plus. On parlait que de désir. Et c'est vrai que c'est assez étonnant la manière dont c'est pas juste le plaisir, c'est la question du plaisir qui se dérobe, qui s'efface, et finalement, on arrive à l'obsession du désir, en fait, qui en boucle revient. Tu parlais de Casanova tout à l'heure, Nine. Qui t'a pas mal influencé à la fois dans le film et aussi dans Une obsession. Et donc il y a une petite citation que tu m'as confiée de l'histoire de ma vie de Casanova, qui dit « Cultiver les plaisirs de mes sens fut dans toute ma vie ma principale affaire. J'en ai jamais eu de plus importante. Me sentant née pour le sexe différent du mien, je l'ai toujours aimé et je m'en suis fait aimer tant que j'ai pu. » Et à la lecture de certains passages de Putain de Nelly Arcan, on peut-être parfois se demander si ce fameux pendant féminin qui manquerait à Casanova peut exister. En fait, est-ce qu'il peut exister tout court ? Est-ce qu'il peut exister dans la vie contemporaine ? Est-ce qu'une femme peut vraiment être dans cette espèce d'attrait pour le plaisir et pas pour le désir ? Ça, c'est un emboîtement qu'il y a dans... Les deux livres se répondent en ça que les femmes, le genre féminin est vraiment construit comme objet désiré et pas objet désirant. Donc, je pense que c'est le gros hiatus par rapport à une figure de Casanova au féminin, qui est très difficile à concevoir. Alors moi, je dirais que mon personnage, il est désirant. Il regarde aussi beaucoup, sauf qu'il est enrobé par
par l'objectivation, visation, aussi. Donc on est particulièrement, évidemment, quand on est une femme, quand on est femme, fille, sous les yeux des autres, et donc même notre propre désir, notre propre, parce que je pense vraiment que moi j'avais cette obsession aussi de regarder. Dans Le Goût du paradis, je raconte que je me mettais contre un tronc d'arbre dans la récré et je regardais les garçons jusqu'à temps qu'il y en ait que tel ou tel me regarde. Donc je cherchais les regards. Et j'avais envie j'étais aussi dans le désir, mais il se confondait aussi avec le fait d'être choisi, le besoin d'être regardé. Ce qui est intéressant aussi dans ce qu'on a pu dire au sujet de Nelly Arcan, dans toutes nos discussions, c'est justement cette espèce d'ambivalence qu'elle retranscrit dans un texte où le jeu essaye de prendre le pas sur l'objet, mais où elle se dit aussi comme objet en permanence, dans une espèce de lutte. Et toi, Nine, dans Une obsession, tu mets en scène justement les détours qui sont pris et les luttes et les résistances pour ne pas être seulement objet. Donc on va aussi un peu regarder quelques planches. On a choisi tout ensemble, en fait, celle d'une scène de danse, où on voit justement comment, en fait, le corps lui-même, à un moment donné, s'échappe. Il n'y a plus tellement de règles et en même temps il y a un rappel à la norme. Donc est-ce que tu peux nous raconter Ça, c'est un passage donc une séquence en Italie du Sud où j'ai passé mes étés, et donc c'est l'éveil des sens, forcément l'été quand on est enfant, adolescente, et qui plus est en Italie du Sud, il y a comment dire, matière à être charmé. Ouais, tu veux dire? Ouais, non, mais le fait c'est balnéaire, on est à moitié nu dans l'essentiel de la journée, et puis il y a quand même cette culture de la drague. Clairement, il y a les passeggiate le soir, même les adultes s'y prêtent, ils se font beaux, ils sortent. Le but du jeu est d'être beau, de sentir bon et de se balader et de faire des allées et venues. Donc tout le monde se prête à ce jeu-là, quoi. C'est très italien quand même. Et donc c'est ma première sortie en boîte de nuit avec ma cousine italienne qui attirait beaucoup les regards, et moi j'avais vraiment l'impression d'être honorée, d'être sa dame de compagnie, quoi. Et je me suis mise à danser sur un tube raga de l'époque que Murder, She Wrote, je vais pas vous la chanter, mais peut-être que ça prendre cette planche. Mais donc c'est du raga, donc ça se danse de manière très très chaloupée. Et donc moi j'étais allée à des booms comme toute ado qui se respecte pendant l'année où on dansait raga, donc très un peu langoureux, en se déhanchant, etc. Et là il y a ma cousine qui en plus avait fait de la danse, qui me cingle de son regard et me dit: mais attention, tu sais que tu envoies, ça veut dire quelque chose quand tu danses, en fait, tu envoies des messages aussi. Et en fait, moi qui voulais l'impressionner parce qu'elle dansait, je voulais lui montrer que je dansais vachement bien, comme quand à la piscine on nage en se disant que quelqu'un va nous repérer. Donc moi je pensais que ma cousine elle allait me pousser sur la scène, et en fait non, elle m'a et ça m'a vraiment je m'en souviens vraiment comme d'une leçon de vie, et qui m'a profondément marquée, de me dire j'envoie des signaux, en fait. Donc fais attention. Et ça, c'est une injonction qu'on a en tant que femme. On est constamment rappelé à l'ordre de qu'est-ce qu'on est, du danger potentiel, ou de l'happy hour qu'émet notre croque-top, etc. Et voilà. Et en même temps, c'est ça qu'on avait parlé aussi dans nos conversations, c'est l'ambivalence il y a une volonté de protection, ça vient pas d'un mauvais œil. Je comprends pourquoi elle m'a dit ça, mais voilà, on se fait nous-mêmes les juges de nos sœurs. Ouais. Et ouais. Et en même temps, il y a aussi le traitement que tu réserves à cette espèce d'intériorisation de la norme, hein. C'est-à-dire que tu fais de ton personnage, de ce personnage qui est toi, il y a quand même un regard très drôle, mais très pathétique quand même. Mais mais bon, donc il y a quand même le retour de ce regard, mais que tu déjoues par l'humour, en disant bon,
Finalement, on peut être un peu animal sur une piste de danse, et pourquoi pas. Ouais, mais il y a quand même cette dose de contrôle qui finit par être ingérée, même si c'est pas sur le coup. Il y a pas une instantanéité de la censure, mais au fur et à mesure, elle vient quand même d'une certaine façon. Et ça revient à un autre moment dans le livre aussi, et ça correspond aussi à dans ton livre, au passage sur Nelly Arcan et cette tragédie de son intervention dans l'émission, de Thierry Ardisson. Ouais. Et puis même au Canada. Et Canada, ouais, il y a quelque chose qui a beaucoup marqué à l'époque dans la carrière de Nelly Arcan, c'est 2 passages sinistres à la télévision. Le premier en septembre 2001, à la sortie de Putain, où elle passe chez Ardisson, et c'est vraiment hyper gênant parce que c'est quand même une ancienne escorte, donc c'est quelqu'un qui a mis du temps à cesser de se costumer comme une escorte. Donc ce jour-là, elle a décidé d'être super clean, d'avoir une chemise, une croix chrétienne autour du cou, un chignon à la Tipienne Reine. Et en fait, on n'a de cesse de la ramener à sa condition d'escorte. Et en fait, ce qui devait être une intervention littéraire se solde vraiment une espèce de truc de pugilat super macho, dont elle sort très abîmée. Et comme en même temps, c'est une nana qui adore les paillettes, qui adore être vue, qui a très besoin d'être désirée, elle va rempiler pour c'était tout le monde en parle, et le concept est racheté par des Québécois. Elle va retourner à Tout le monde en parle au Québec 1 an avant sa mort, et pour subir encore un traitement encore plus... Et il me semble que c'est vraiment ce qui l'a atteinte profondément et qui a provoqué... Cette seconde émission est vraiment d'une violence folle. Et elle a écrit un texte. Elle a écrit un texte dessus qui est assez génial, qui s'appelle La honte. Qui s'appelle La honte, qui est dans Burqa de chair, qui est le dernier recueil qui sera publié post-mortem, et où elle raconte... elle essaye de comprendre qui porte la responsabilité finalement de ce désastre. Et ce qui est génial, c'est qu'elle a un décolleté qui est soi-disant trop important. Et elle dit, mais en fait, finalement, la robe sur n'importe qui, ça irait, genre sur moi, mais elle peut pas, parce qu'en fait, elle est trop gros seins. Mais en fait, même c'est ça, c'est elle qui les a fait refaire. Donc elle dit, non, finalement, il n'y a rien qui va, en fait. Je suis absolument pas pro. Non seulement j'essaye d'écrire, mais j'arrive avec un décolleté trop grand, mais en plus, ce décolleté trop grand, il est sur des seins que j'ai même pas eu gratuitement, que j'ai payé pour avoir. Et tout le monde lui dit, même ses amis, mais enfin, mais qu'est-ce qui t'a pris d'aller à cette émission ? Il faut que tu mesures, ça se joue à des centimètres en fait, la respectabilité, le costume de l'écrivain. Ouais. En fait, elle n'avait jamais le bon, quoi. Ouais, donc elle est jamais dedans, et c'est effectivement ça, c'est 1 an avant son suicide, et l'animateur a été remarquable de délicatesse, puisque apprenant sa mort, il a dit, je ne porte aucune responsabilité. Si on avait su qu'elle était si fragile, on n'aurait juste pas invité. J'adore cette phrase. Voilà. Guy Lepage. Voilà, mais donc voilà, sur cette petite expérience de la méditation. Et sur le rapport au plaisir, puisque quand on se posait justement la question de ce rapport que Nelly Arcan entretenait ou pas au plaisir, je dirais plutôt pas, non ? Voilà, c'est ça. Alors c'est assez marrant, parce que c'est quand même assez rapide de penser qu'une femme est frigide parce qu'elle écrit, globalement, mais c'est vrai que dans le cas de Nelly Arcan, son rapport à l'hyperconsommation laisse à penser qu'il y a quand même un énorme problème là-dessus. C'est marrant, ça m'intriguait de voir combien souvent ça peut être une insulte entre frigide et mal baisé. C'est quand même des choses qui reviennent souvent, alors que c'est juste plutôt triste en général. Mais dans le cas de Nelly Arcan, oui, ce qu'il y a de sûr, c'est que de toute manière, je pense qu'elle passe jamais à l'objet désirant. En fait, même au-delà de son désir, au-delà de son plaisir, son désir lui-même n'est jamais questionné, en fait. C'est un désir de plaire constamment à tous, une impossibilité à sortir, en fait,
un besoin d'être aimée qui est tellement viscéral, aimée et désirée qui est tellement viscéral qu'elle finit par en mourir. Je pense que c'est vraiment de ça dont elle meurt. Ouais, elle, c'est vraiment le piège par excellence. C'est un peu une Marilyn Monroe version écrivaine, quoi. Mais ce qui était intéressant dans vos discussions aussi, justement, autour de ce sujet du plaisir, c'était de confronter des scènes ordinaires, banales, qu'on peut toutes, je parle au féminin, a priori vivre, expérimenter dans sa vie, et cette vie très singulière qui est celle de Nelly Arcan, qui dit elle-même, alors en plus tu parlais de ce texte-là, la robe dans Burqa de chair, qui commence par « La vie est un scandale », c'est ce que je me dis tout le temps. Être foutu là, sans préavis, sans permission, sans même avoir consenti au corps chargé de me traîner jusqu'à la mort, voilà qui est scandaleux. Donc, ça commence pas terrible, quoi. Ça commence et on la sent prise entre cette accusation de frigidité et une accusation de surérotisation qui finissent par se confondre avec ces moments télévisuels morbides, terribles. Et tu disais, en commentant cette accusation de frigidité, le plaisir est politique. Et tu parlais de cette ambivalence-là en disant, pour exister, il faut être regardé. Et ça nous a amené à avoir une discussion assez fine sur cette intériorisation de la norme, en disant finalement, à un moment donné, il faut accepter d'être dans la sophistication des corps. Et c'est ces codes, cette maîtrise des codes qu'effectivement elle n'a pas eu, qui peut tout saccager, quoi. Une espèce vraiment de sophistication à laquelle on ne peut pas avoir accès. C'est quand même une grammaire de genre. Moi, j'écris sur les femmes parce qu'il se trouve que j'en suis une, mais en fait, on a parlé rapidement d'Annie Ernaux ensemble, Une mémoire de fille, qui est un livre assez fondateur. Et c'est vrai qu'on se posait la question ce que serait qu'une mémoire de garçon, en fait. Je dis de garçon parce que c'est mémoire de fille, donc c'est vraiment quels sont les rituels, quelle est la codification, parce qu'elle existe. Et c'est vrai qu'on se demandait toutes les trois, sur est-ce que finalement la ritualisation du genre masculin, elle serait sur la sexualité? Je suis pas sûre. Ce serait peut-être tuer un animal ou aller à la guerre. Ou, je sais pas. Il y aurait peut-être quelque chose qui sortirait complètement du charnel, quoi, qui serait du corps et de l'épreuve physique. Mais et donc voilà, ce que je veux dire, c'est que le genre féminin a pas l'apanage de la codification et de la grammaire à respecter. Sinon, on est rattrapé par la brigade, quoi. Il se trouve que chez les femmes, elle est particulièrement complexe. Rien que le participe passé, c'est vraiment une galère. Moi, je suis pour la suppression totale du genre féminin. Je trouve que c'est vraiment toujours pour qu'on se prenne des coups, quoi. Mais c'est vrai, il y a un truc là-dessus où c'est chaque fois qu'on fait émerger le féminin, c'est toujours pour une nouvelle galère. C'est toujours pour des mots impossibles à dire, des métiers qui ne trouvent pas leur féminin, des grammaires trop complexes. Moi, j'aime bien le double du E, du et. Bon, bref. On ne va pas épiloguer sur le et E, je le garde. Nine, pour continuer sur la thématique, la galère d'être une femme, est-ce que tu veux bien lire le petit passage du texte de Joanne ? Le genre a offert aux femmes de ma génération une chance inattendue. Personne n'attendait rien de nous. Oubliée sur le banc de touche parmi les autres joueuses, j'y ai puisé une liberté conditionnelle. J'ai grandi en mesurant les risques. J'ai appris à sortir seule la nuit en braillant, car personne n'attaque les folles. Dans les halls d'immeubles, j'ai toujours précédé la mécanique du groom pour rabattre la porte derrière moi. J'ai retenu combien il était préférable de dormir chez un homme plutôt que de le ramener chez soi. Le cadavre y est plus encombrant. Lors de rendez-vous professionnels, j'ai reçu les compliments sur mes tenues, mes coiffures, et ne me suis jamais énervée quand on parlait de mon cul. Qui voudrait d'une femme inapte à se laisser suggérer à quatre pattes ? Je me maquille soigneusement quand je souhaite obtenir quelque chose, et ne découvre pas ma peau sans l'avoir au préalable passée à la cire. Je souris toujours. En contrepartie, personne ne m'a jamais envoyé à la guerre. Je n'ai pas peur de débander quand je file sous les draps ou à taper sur les murs pour déclarer si c'est porteur. Je n'ai même pas eu à candidater pour être maître du monde ou chevalier. Les vers de Rudyard Kipling ne concernent que les hommes, ça fait du temps de gagner. Je me suis longtemps contentée de regarder. Et je me suis décidée à écrire comme on lève le doigt pour demander la parole. J'avais passé assez d'années sur le banc de touche pour raconter le match. Il était temps. Est-ce qu'on peut parler juste un petit peu de ça qui prolonge notre conversation sur les limites, a priori, que constitue le fait d'être une femme, et en même temps, l'expérience justement d'une limite qui peut aussi être une maîtrise de soi. Nine, je crois que ça fait partie aussi du voyage, de la quête, d'une obsession.
d'aller montrer des moments où en fait et on en parlait juste avant là, de comment en flirtant avec son désir, en l'expérimentant, on atteint des moments de limite qui sont une construction permanente, perpétuelle. Comment tu as traité ça graphiquement aussi? Je crois que c'est vraiment une question... Ouais, il y a plusieurs paliers. En fait, dans une obsession, je sais pas le journal exhaustif du tout de ma vie sexuelle. C'est des paliers que j'ai passés où j'ai cru, je pense que j'ai compris à certains moments quelque chose de plus sur mon corps ou de ses limites, où j'étais... Voilà, c'est des paliers. Et la page qui était précédemment, enfin oui, qui montrait, c'est le seul chapitre où il y a ce masque de Moretta, par exemple. Ça, c'était un palier très important, c'était de juste, et c'est tellement énorme dans la vie d'une femme de pouvoir dire non à n'importe quel moment, c'est-à-dire de pas se dire il est trop tard pour dire non, et s'accorder de déplaire, de froisser en fait, s'accorder de contrarier, s'accorder de s'écouter et de se dire je sais pas ce que je veux en fait, je voulais ça, je voulais toucher, je voulais embrasser, mais finalement j'ai pas envie d'aller plus loin. Ça a été un palier, et il y a eu pour moi vraiment le palier le plus important, et ce vers lequel j'ai œuvré, c'est de réunir ma tête et mon corps. Et ça, c'est quelque chose de très graphique, évidemment, dans la bande dessinée. C'est vraiment cette impression d'être coupé en deux entre ma tête et mon ventre, entre ma tête et mon sexe, et qu'il y a une volonté... Et que le corps, finalement, est le lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je n'ai pas conscientisées, de par ce que j'ai vécu sexuellement, que je préfère laisser aborder par les lecteurs. Il y a le corps qui donne comme messager, comme un peu... qui vient protéger quand la conscience n'est pas encore là pour formuler. Et moi, tout le livre a été le plus dur travail ça a été celui des mots, de bien choisir les mots, ne pas essayer de plaquer une vision qui serait, une diction, un vocabulaire qui serait celui que je pourrais porter maintenant, forte de lecture, forte des avancées dans la vie civique, sociale, les droits de l'homme et de la femme, et de rester fidèle à ma confusion, en fait, à mon trouble, que j'ai porté longtemps. C'est vrai que c'est ça qui est très bien fait dans une obsession, c'est que ça devient en effet toute la confusion, toutes les limitations sont exprimées graphiquement, si bien que dans les mots, tu n'as pas besoin de souligner les choses. Je reviens sur le fait que ce que j'ai dit au début, c'est que clairement, pour moi, mon texte, quand je le lisais, je l'ai fait lire à quelques amis quand je l'avais écrit, cette 60aine de pages, je ne suis pas une écrivaine, c'est-à-dire que ma force, je pense que c'est vraiment dans ce qui se passe dans le jeu entre le dessin et le texte. Et ce n'était pas le même livre s'il y avait, ce premier jet écrit. Clairement, ce que je ne dis pas et que je montre, et inversement, c'est là que va se nicher, je pense, vraiment ce dont j'ai envie de parler, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que tu restes justement toujours sur le fil. Il n'y a jamais de jugement ni de la part du personnage, ni vraiment de jugement possible de la part du lecteur sur le personnage. Par exemple, tu affirmes à un moment donné, quand le sexe n'est pas un oubli de soi, il est une désolation. Et c'est une affirmation qui peut être tout à fait vraie, vraiment l'oubli de soi et un rapport au corps qui peut être sain et serein sans être dans la tête. Et en même temps, quand même cette notion de limite et du plaisir et de quels sont les contours du plaisir. Et donc il y a une ambivalence qui n'est pas condamnée, qui est saine, qui est recherchée. J'aimerais voir aussi un autre passage qui me paraît central dans le texte. J'ai découpé les planches un peu exprès pour qu'on les regarde de manière isolée. Il y a vraiment ce motif, à un moment donné, de l'escalier, dont tu te sers pour raconter vraiment un épisode très précis de
même pas l'adolescence encore aussi, le début de l'adolescence. Ouais, je pense que j'avais 13-14 ans, quelque chose comme ça. Et où je vais rejoindre ma mère qui travaillait, et en attendant qu'elle sorte du travail, je vais au centre commercial et je me fais aborder par un homme qui veut juste me parler, et bien sûr que moi au début j'ai pas du tout envie de lui parler parce que c'est un homme et que j'en ai rien à faire de discuter avec lui, et il a cette façon qu'on a toutes vécues d'être rattrapée malgré un premier non, de dire mais de quoi tu as peur? Je ne vais pas te faire de mal, je suis pas en train de te draguer, je veux juste parler. Donc tu es contre l'échange, tu es contre l'humain en gros, et donc cette culpabilité qui vient se faire peser sur nous, et donc je me dis oui d'accord, ok, donc on parle, et de se faire attraper comme ça tout doucement jusqu'à se retrouver à faire quelque chose qu'on n'a pas du tout envie de faire. C'est-à-dire moi j'ai quand même suivi cet homme qui avait deviné que j'aimais bien le cinéma et qui voulait me donner une affiche, mais j'en avais vraiment rien à foutre, j'avais aucune envie d'être avec lui, c'est juste que je ne savais pas comment dire non en fait. Donc ça, ce chapitre vient avant l'apprentissage du non. Et donc, ouais, il y a cet escalier qui est un peu le danger auquel j'ai échappé, enfin, qui peut-être était imaginaire, mais en même temps, je ne vois pas pourquoi cet homme voulait me faire monter chez lui pour me donner... Et surtout, qu'il est redescendu sans poster. Donc ça, c'était l'indice quand même. C'est qu'il l'avait pas trouvé, ou je ne sais pas quoi. Et ça s'est terminé dans une terrasse où j'arrivais pas encore à dire non. C'est-à-dire que non seulement je l'avais suivi, mais après il fallait que j'aille boire un sirop ou je sais pas quoi avec lui. Et là, il y a eu la preuve irréfutable qu'il voulait plus que me parler, c'est qu'il a mis sa main sur la mienne tandis qu'on était à la table de la terrasse. Je l'ai enlevé. Là, il s'est offusqué. Et en fait, il m'a planté là. Et moi, j'étais vraiment effondrée de me dire mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Mais vraiment, en fait, je ne m'étais pas écoutée. Je m'étais pas du tout écoutée. Et ça, finalement, du coup, c'est un chapitre où il se passe rien. Enfin, je veux dire. Et en même temps, il est super. Il se passe, mais c'est tout ce à quoi on a le droit en continu. Et je pense que c'est vrai que l'expérience d'être une fille, une femme, ne peut pas être vécue par un homme, enfin, dans la rue. Qu'est-ce que c'est qu'être une... Il ne peut pas être deviné. Ouais. Il ne peut pas être deviné, ouais. Ça, c'est vraiment ce truc, moi, c'est un chapitre que je trouve hyper fort et super flippant, parce qu'effectivement, rien n'est dit, rien n'est exact. Effectivement, il y a cet appart où tu vas pas, où tu restes juste en bas, avec ce type qui redescend sans rien, et tu penses juste à ce qui aurait pu t'arriver si, et tout ça parce qu'en fait, tu voulais pas être mal poli, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment, on n'est tellement pas éduqué à être potentiellement mal poli ou juste à exprimer ses sentiments, à toujours être le visage un peu de travers et souriant parce qu'il ne faut pas trop affronter les choses de manière premier degré, qu'on se retrouve comme ça. Il n'a pas payé les verres, hein. Il a planté Nine comme ça. Et ce qui est fort dans ce passage, c'est qu'il est à la fois allégorique avec cet escalier, cet œil, ce chapeau un peu circulaire, et en même temps très frontal. C'est-à-dire que dans les moments de confusion, dans les moments où le corps est oublié, où tu vas figurer ça par des poupées, par exemple. Je suis désolée, je crois que le visuel est un peu trop loin. Mais il y a des moments où c'est des poupées dont le buste ou la tête ou les jambes sont découpées et dont on peut faire des blocs pour les manipuler. Donc ça, c'est un peu l'image de la perte de soi, la poupée, la Barbie avec laquelle on joue. Mais en fait, c'est emprunté, c'est au musée de la magie, qui est génial d'ailleurs, dans le Marais, un petit musée vraiment très, très bien. Bref, il y a cette boîte, c'est les femmes découpées en fait en magie, où on peut en 3 parties scinder le corps d'une femme, quoi. Et oui, en fait, évidemment qu'en bande dessinée, il faut trouver des façons graphiquement de rendre quelque chose. Mais c'est pas des idées que j'avais au préalable. C'est-à-dire que moi, j'avais le texte, et de la même façon que pour mes autres livres, tant que je suis pas face à ma feuille de papier avec mon crayon en train de bosser sur le storyboard, je ne sais pas comment je vais raconter ça. Donc c'est une fois que j'ai le texte, je le mets à côté de moi et je me concentre et j'essaie de voir de quoi j'ai envie, graphiquement aussi. Qu'est-ce qui va non seulement me faire envie et dire quelque chose qui réponde allégoriquement à mon texte. Parfois on a des planches aussi où pour le coup le découpage, les masques vont donner une vraie
idée de l'ambivalence. Là, c'est une double page qu'on a décomposée, mais avec ici la question du regard, l'attraction du regard et en même temps la frayeur, le feu. Joanne, toi, c'est aussi une question qui t'anime, cette question de l'ambivalence de la sexualité féminine, et aussi le refus de voir la vraie sexualité des femmes. Ça, c'est quelque chose dont on a parlé, notamment parfois dans La vie continue de Nelly Arcan, la figure de la mère, de ta propre mère qui ressurgit, dans un rapport aussi d'interrogation sur comment on ne voit pas la vraie sexualité, la vraie vie sexuelle des femmes. Ça, comment ça travaille ton texte? Tu veux dire dans les projections qu'on peut s'en faire? Oui. Je pense que quand même le désir de correspondre à une norme, il va très loin. Il va même dans le fait que nous-mêmes, on puisse déconstruire ça dans la manière d'en parler. Il y a beaucoup de projections là-dessus alors moi, j'aime pas tellement le terme d'injonction que je trouve hyper démissionnaire. C'est très facile de dire que c'est du fait d'une injonction, d'une force extérieure, mais il y a quand même je pense que c'est à ça que tu fais référence. Je disais toujours que la sexualité est un lieu de jugement qui est absolument dingue. C'est-à-dire qu'on est toujours tellement convaincu de pas avoir la bonne, de pas avoir la juste, de pas être suffisamment à l'écoute de son désir, qu'on passe quand même beaucoup de temps à critiquer celle des autres, quoi, et à les ramener, à les rattraper en disant non, c'est pas comme ça qu'on danse, c'est pas comme ça qu'on baise, c'est pas comme ça qu'on vit sa vie de couple. Alors qu'en fait, ce serait tellement libérateur pour tout le monde de se dire mais attends, il y a autant de manières de vivre le corps, de vivre le sentiment amoureux qu'il y a de personnes. Et en fait, je pense que c'est rassurant. Il y a une espèce de mouvement d'effet de groupe. On en revient à ta cousine V qui quand elle te dit mais on danse pas comme ça, en fait incarne un truc un peu, c'est vraiment le méta animal politique, qu'on fait tout pour rester en meute sans que ce soit trop dérangeant, que les comportements de chacun soient pas trop alertants pour les autres, et c'est pas pour voilà, il y a en tout cas, j'ai vraiment l'impression que le domaine de la sexualité, et particulièrement celle des femmes, qui pourrait être plus alertante encore que finalement celle des hommes, est particulièrement conditionné normativement. Voilà. C'était à ça que tu faisais référence en me posant la question ? Exactement. Non, parce que je trouve que ta manière d'en parler est très, très claire. C'est vrai que je parle juste, pour terminer là-dessus, je parle effectivement du personnage de ma mère parce que elle, c'était intéressant pour moi d'avoir des femmes de générations différentes, et c'est vrai que elle particulièrement, qui est née en 1945, a quand même grandi dans un monde encore plus normatif, ou même, ce qui avait d'intéressant, c'est que même au plan juridique, elle a traversé et subi des épreuves qui seraient plus celles je pense notamment à son premier divorce, qui était à une époque où le divorce par consentement mutuel n'était pas possible, et elle a toujours été ramenée en fait à quelque chose d'hyper infantilisant. Voilà. C'est en ça que son personnage m'intéressait particulièrement dans la mise en parallèle avec Nelly Arcan. Ou avec le doute, si on est une femme divorcée à une certaine époque, c'est qu'on a une sexualité qui est forcément hyper, c'est trop. Ouais. Tout à fait. Nine, pour repartir un peu sur la genèse et le moment où parfois par petites vignettes ou par des motifs ou des découpages, tu parles d'un rapport au désir qui se cherche, aussi dans cette ambivalence-là. Le motif de la main, par exemple, ici, on a ces pages qui se succèdent avec toutes les expériences qui d'un coup vont être racontées comme en rafale. Parfois les souvenirs reviennent, ou comme dans une discussion on va faire l'histoire de sa sexualité, et comment les mains, pour le personnage d'une obsession, sont vraiment le lieu de l'appropriation, de l'autonomie et de la jouissance sexuelle. Ouais, et ben ça c'était quand j'ai écrit mon texte d'abord, j'en étais pas arrivée à la finalité. Quand je l'ai écrit, j'étais encore dans les perturbations de pas comprendre ce qui m'était arrivé, cette séparation que j'avais décidée mais dont je souffrais, etc. Et j'avais pas finalisé ça. En fait, quand j'ai repris mon texte après Madone et Putain, et que j'ai mis Venise et tout, et que c'est ajouté Casanova, donc finalement je me suis dit que le récit, parce qu'il fallait que je lui trouve un chemin, parce que finalement j'aurais pu en prendre plein des voies vers où j'allais, vers cette sexualité-là. C'est quoi la résolution ? Qu'est-ce que j'apprends au final ?
et on apprend pas grand-chose. On apprend de ses leçons. Enfin, alors, ce que j'ai, pour le coup, le palier que moi que j'ai passé et qui me liait aussi à Casanova, c'est dans ce faire récit de sa vie. Moi, le récit de ma vie, je l'ai fait en bande dessinée, je l'ai fait et les mains qui dessinent, les mains aussi. En fait, ça résonne pour moi avec la main de la gondolière qui rame, parce que la figure du gondolier est importante dans le film Le Fond Vert et dans le livre. Enfin, ça se conclut avec une femme gondolière, parce que c'est très récent qu'il y ait des femmes à qui se soit permis d'être gondolier, vu que c'était une caste masculine. Il y en a 4 ou 3 sur 400 gondoliers. Donc c'est encore très 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 macho comme caste. Et pour moi, c'est aussi le symbole, cette gondolière, de mener sa barque, ramer, mais se déplacer, la mobilité là-dedans. Donc il y a les mains qui sont celles qui avancent, celles qui dessinent et celles qui jouissent, parce que moi, c'est vrai que c'est le chemin vers cette quête de la jouissance, et qui était pour moi vraiment un motif important du livre, parce que dans ceux que je pouvais, dans Springora, dans Le Consentement ou dans d'autres livres, il y avait, enfin, elle en parle à demi-mot, mais il y avait un peu ce mystère sur c'est quoi la sexualité de quelqu'un qui a été violé, agressé, ou en quoi... Qu'est-ce qui se joue après, de la même façon que Neige Chino raconte que dans les livres qu'elle lit, elle avait une espèce elle s'accrochait au livre pour voir dans les autres témoignages autant un pansement qu'un plaisir un peu pervers de nourrir quelque chose et de penser ses plaies. Moi, j'allais toujours voir, est-ce qu'elles jouissent, en fait, est-ce qu'elles jouissent, ces femmes? Et c'était jamais dit, en fait, clairement. Alors, en relisant Le Consentement, quand même... Je crois qu'elle en parle, de ça. De la jouissance? Ouais. Ouais. Il y a un petit passage... Et au final, Springora, elle en parle aussi un peu. Ouais. Mais c'était pas... Enfin, moi, ça m'a vraiment habité pendant longtemps. Et voilà. Et donc je raconte ce parcours des images qui provoquent le plaisir, des images de bande dessinée, des images pornographiques. Et en ça, je fais référence aussi dans la biblio à Claire Richard, qui a fait Les Chemins de désir, que j'avais beaucoup aimé et dont je m'étais sentie très proche sur comment la pornographie a impacté sa sexualité. Et ensuite, vers la masturbation, en fait. Moi, j'ai eu un parcours dans ma sexualité qui fait que je n'ai pas découvert mon corps toute seule, et donc ça a perturbé cette connaissance-là, et finalement ça a été un travail pour moi de connaître, de m'approprier cette connaissance de mon corps par mes mains. Et finalement, j'ai trouvé un motif qui résolvait quelque chose. Finalement, ça me permettait, avec cette ligne-là et cette quête d'autonomie par mes mains, d'aller vers un chemin, quoi, et de au moins résoudre ça. Hyper intéressant. Comment les motifs du corps vont justement accompagner le fil de cette enquête, avec souvent la bouche qui flotte au-dessus de la lagune. La bouche étant un motif très positif, qui signifie quand même... Oui, parce qu'il a ce motif un peu de l'innocence. C'est tout ce qui est... Moi, voilà, j'ai longtemps été... la séduction et le flirt, et tout ce qui était autour de la bouche, c'était très beau et innocent. Et ce motif de la bouche, alors je l'ai emprunté à Man Ray, et c'est la bouche de Lee Miller, dont il souffre, il est en manque, en fait, et donc voilà, cette bouche vient planer à plein d'endroits. C'est un peu aussi le curseur du désir que je fais revenir dans la bande dessinée. C'est si le baiser est bon, c'est une porte vers autre chose, et en même temps cette porte, elle fait peur, quoi. C'est bien dit. Tu dis aussi très justement que ce que t'inspire Casanova, c'est pas juste ce motif de l'homme amoureux du désir, du personnage amoureux du désir, mais aussi de celui qui s'écrit, qui écrit sa vie. Toutes les deux, vous avez un rapport à l'écriture, à la création, à la question de la légitimité d'eux.
qui habite à peu près tous vos textes, tous vos livres. Donc un peu pour terminer, donc on va peut-être interroger la manière dont vous revêtez chacune le costume de l'autrice. Joanne, tu as écrit un très beau texte qui a été publié dans la revue La NRF, justement sur le costume de l'écrivain. Oui. Et on peut transformer ça en parlant de Nelly Arcan et alors je vais essayer de pas trop dépasser. Et tu posais la question que justement on s'est posé tout à l'heure, de savoir que dans ce costume d'écrivain qu'elle essaye de porter, il y a un détail qui est trop voyant, qui est celui de l'escorte. Donc il y a cette question de savoir comment le motif de la robe a emporté cette figure d'écrivain en train de se construire. Comment c'est un fil qui, à travers tous les textes que tu as écrits... Pardon. Ouais, merci. Merci, Nina. Donc d'un dimanche matin à Une fille de province et donc à La vie continuée de Nelly Arcan, comment cette question de la légitimité, elle traverse ton travail. Et je me disais, et c'était quelque chose qui semblait te parler, que ces 3 textes semblaient dessiner une sorte de trilogie avec l'idée à chaque fois d'un nouveau moteur dramaturgique qui va impulser quelque chose, c'est-à-dire que pour parler de soi, il faut être poussé. Et dans Un dimanche matin, tu es poussé par la violence d'un féminicide commise par ton cousin. Et ici, par tout ce qu'on a pu se dire sur la figure de Nelly Arcan. Donc comment tes livres enquêtes sont vraiment poussés par cette question-là? Je suis assez touchée que tu le vois comme une trilogie, parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai pas pensé initialement, mais vécu. La vraie transgression et la vraie quête de légitimité, parce que j'avais écrit 2 romans précédemment, mais ça a été Un dimanche matin, ça a vraiment été une vraie bascule dans ma vie et dans ma vie d'autrice. J'adore faire ce lapsus. D'autrice, parce que c'était tout à coup faire quelque chose que je fais pas d'ordinaire, c'est être très mal poli. C'est-à-dire aller marcher sur des plates-bandes qui n'étaient pas les miennes, donc en l'occurrence la vie de mon cousin, de ma tante, de mon oncle, puisque mon cousin avait tué sa femme d'une manière absolument barbare, 10 ans avant que je me décide à écrire là-dessus. Et effectivement, la transgression que ça a provoquée dans ma vie et dans ma morale a vraiment été une porte d'entrée. Nine, tu dis, c'est assez, ça m'a beaucoup marqué dans Une obsession. Tu dis, il faudrait toujours... Faudrait que les parents soient morts pour qu'on puisse écrire, c'est ça? Faut écrire comme si nos parents étaient morts. Ouais, c'est quand même plus gai ce que tu dis, toi. Mais comme si nos parents étaient morts. Je me suis autorisée à faire ainsi pour écrire sur Pierre, faire comme si tout le monde était mort. C'est quand même assez pratique. Il y en a beaucoup qui sont morts depuis après le livre. Mais c'était faire ça et rentrer dans la vie des gens et parler de gens qui m'avaient rien demandé, ça a vraiment été assez violent et tout à fait salutaire pour mon écriture. Par la suite, j'ai eu envie d'écrire sur un autre fait divers, et c'est vrai que autant, je vais vite là-dessus parce que c'est pas le propos, mais c'est vrai que ce que j'ai développé comme outil pour écrire Une fille de province ça a été les armes que j'ai pu affûter pour écrire sur la vie de Nelly Arcan. Parce que Nelly Arcan, ça faisait 15 ans que je voulais écrire sur elle. Et je ne savais pas comment l'approcher. Et c'est vraiment effectivement dans ce triptyque, finalement, qui est vraiment un triptyque sur la violence, que j'ai réussi, livre après livre, à développer quelque chose qui ressemble un petit peu effectivement à un arsenal militaire pour se dire, qu'est-ce que je vais mettre sur la planche à découper, quoi. Et il n'y aurait pas, en fait, bizarrement, ce livre s'il n'y avait pas quelque chose sur le féminicide avant, s'il n'y avait pas quelque chose sur un meurtre commis dans une petite ville de province précédemment. Et, voilà. Et la légitimité, finalement, je l'ai construite par le travail. C'est-à-dire que si je fais quelque chose de sérieux, je considère que je peux aborder n'importe quel sujet sans forcément lever le doigt pour en avoir l'autorisation. J'aime bien cette idée. On va tous terminer en levant le doigt. Non, justement, personne ne lève le doigt. On peut tous s'exprimer. On n'aura pas beaucoup le temps de l'aborder, donc c'est plutôt une conclusion ou une ouverture vers vos œuvres. Cette question de la légitimité, on a l'impression qu'elle peut être interrompue, en tout cas un peu malmenée, par l'irruption de la maternité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est présent dans vos deux travaux.
comment justement c'est à la fois le cas et pas le cas? C'est une petite bataille. Enfin, moi, j'ai été, en devenant mère, j'ai vraiment violemment ressenti un féminisme que je ne pensais pas. Enfin, j'avais envie de tuer, en fait, parce que on se prend une violence de la norme, en fait, de qu'est-ce qui est attendu d'une femme, et on se le prend aussi de la part des femmes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de folie de la maternité où, quand on devient mère, on a l'impression qu'on doit rentrer dans une gaieté de cette fonction. Et moi, j'ai eu tellement peur de perdre ce que je savais faire et ce que j'aimais faire, et ce temps, en fait, ce temps dont on a besoin, dont on est très égoïste en tant qu'écrivain, autrice de BD ou artiste, quoi. Enfin, on est vraiment... Ouais, mais disons que quand on n'arrête pas de penser à une heure en sortant du bureau, quoi, ce temps et cette nourriture dont on a besoin, quand on se retrouve à être mère nourricière, en plus j'ai fait la connerie d'allaiter, ce qui n'était pas du tout adapté pour moi, j'ai vraiment eu l'impression d'être que dans le don. Alors peut-être que c'est vraiment très égoïste, hein, mais j'ai eu... Et c'est surtout que tout le monde en face de soi est très content qu'on soit à cette place-là, et que c'est déraisonnable de vouloir retravailler rapidement, d'avoir besoin de temps seul, et on se sent forcément jugé quand on veut tirer du temps pour soi en tant que femme. Et je pense qu'on est tous conscientes qu'on a joué gros en faisant ce pari d'être mère, et d'avoir l'outrecuidance de vouloir continuer à essayer à faire ce qu'on aime. Et voilà, c'est une petite bataille. Maintenant, ça va vachement mieux, mais ouais, j'ai mis 2-3 ans à me rassurer que voilà, je pouvais toujours faire ce que j'aimais faire, quoi. Je me sens vraiment pas cool de vous avoir posé la question comme ça en toute fin, parce qu'on a eu des discussions qui montraient à quel point justement cette question de la maternité, elle pouvait être problématique. Surtout que moi, il y a ma fille dans la salle. En plus. Je pense à ta fille, et je pense aussi à la pauvre Nelly Arcan, à laquelle on a toujours renvoyé son absence de maternité. Donc quand je pose la question, je considère aussi que la non-maternité aussi est un sujet, et que maternité, non-maternité sont un peu les facettes d'un truc très fantôme qui plane au-dessus des femmes créatrices que vous êtes. Donc, Joanne, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, moi je voudrais juste te dire qu'avant de partir, elle m'a regardé d'un air un peu dédaigneux en me disant: t'es sûre que tu veux que je vienne, ça va m'intéresser, ça? Je lui ai dit: bah écoute, on va voir ce soir. Bon bah voilà. J'ai détesté pour cette remarque. Mais moi, mon fils n'est pas dans la salle. Mais... Non, heureusement, il est trop petit encore, mais un jour, tu vas voir. Non, ce qu'il y a de bien avec les enfants, c'est que ça grandit. Surtout ça. Ouais. Et puis, en plus, on s'est pas complètement censuré, mais un petit peu, on n'a pas montré les planches les plus... tu vois, je me suis dit, si ça se trouve, il y aura des enfants. Ouais. Oui, non, mais on les garde pour l'after. Pour l'after. Et ben, venez à l'after. C'est Nine et Joanne qui signent. Voilà. Merci, un grand Marguerite. merci à vous. Merci à la Maison de la Poésie.